Salut Alain, Salut Arnaud. comment vas-tu? Très bien. Écoute, je suis vraiment ravi d'avoir l'occasion de passer ce moment privilégié avec toi. On en a passé quelques-uns, je pense ces 10 dernières années, et on a repoussé quelques fois ce podcast. Mais aujourd'hui, même avec la neige et les conditions compliquées, on s'est dit on le maintient. Ouais. Et je te remercie d'avoir traversé Paris sur ton scooter sous la neige pour maintenir ce petit rendez-vous tous les deux. Ouais, j'ai connu des pires moments. Pour les gens qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent ou qui nous regardent, donc c'est Alain Roubac. Tu as une sacrée carrière d'entrepreneur derrière toi et d'investisseur. C'est ce que j'aime et c'est ce pourquoi je suis souvent venu chercher tes conseils, ton expertise. J'ai pas eu de membres indépendants dans les différents boards, mais finalement, tu as un peu joué ce rôle-là pour moi, d'advisor. Et c'est aussi pour moi l'occasion de te remercier publiquement de tous ces petits conseils-là. Est-ce que tu veux bien te présenter? Comment tu te définis aujourd'hui? Comme un homme de 67 ans qui a fait déjà donc un bon tour de piste et qui a toujours essayé de suivre ses envies et qui a piloté sa vie au bonheur. Voilà, j'ai toujours refusé d'avoir des contraintes. J'ai eu la chance, alors j'en ai eu évidemment, mais j'ai eu la chance de pouvoir, au fur et à mesure de mon existence, m'affranchir de la plupart des contraintes normales. Très tôt, tu as entrepris dans des business qui ne sont pas la tech. Ah non, ça on peut pas dire. Est-ce que tu veux raconter comment et à quel âge tu crées tes premiers restaurants jusqu'à arriver à un de tes principaux succès professionnels qui est Léon de Bruxelles que tu as introduit en bourse? Oui, alors en fait, moi j'ai commencé à travailler après le service militaire et l'école dans une entreprise assez difficile qui appartenait à mon père et qui n'a pas survécu à mon père. Et mon père est mort quand j'étais relativement jeune, j'avais 25 ans, et ça a été un élément assez fondateur de mon existence parce que quand j'étais à ses côtés dans les dernières minutes de sa vie, il a dit encore une dernière phrase, un peu comme Rosebud. Il a dit « J'ai pas fait assez de bateaux ». Et en fait, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit « Je ne finirai pas ma vie en disant j'ai pas fait assez de quelque chose ». Donc tu fais du bateau régulièrement, mais alors aussi moi je suis ski. moins amoureux du bateau que lui, mais j'en fais un peu. Mais j'ai une grande affinité puisque c'est là où on s'est rencontrés la première fois pour l'air, et donc j'ai pas mal fait de choses en l'air. J'ai fait du. Donc tu as suivi tes passions et donc tu parlais de t'affranchir de certaines contraintes. C'est l'entrepreneuriat qui t'a permis ça donc reprenant les rênes d'une entreprise familiale? Non, j'ai pas eu le temps en fait de reprendre les rênes. Elle n'a pas survécu. Elle n'a pas survécu à mon père pour différentes raisons, mais l'histoire est beaucoup trop longue. Et à cette époque-là, j'avais un copain de lycée qui lui aussi, pour d'autres raisons, souhaitait entreprendre et gagner de l'argent. C'était notre motivation principale. Et comme on savait pas faire grand-chose et que moi j'étais très marqué par mon passage dans l'industrie où les besoins en fonds de roulement sont importants et donc on a une espèce de boulet en permanence qui est d'aller chercher l'argent chez les clients. Moi, je me suis dit, il faut qu'on trouve un business où les clients payent cash. Et donc, on a pensé à la restauration, où il n'y avait pas beaucoup de barrières d'entrée. Et comme on savait vraiment rien faire dans la restauration, on s'est dit, on va faire des hamburgers. Voilà. Okay. Et on a créé... l'histoire est marrante. Le premier fonds de commerce qu'on a trouvé, il était rue Saint-Denis. On savait pas comment appeler notre boîte. Donc on s'est dit, on va l'appeler Love Burger. Voilà. Et puis assez vite, on s'est dit, mais en fait, la restauration, c'est super capitalistique. On va mettre des décennies à s'enrichir. Donc, comment on peut faire pour accélérer? Et on s'est dit, pourquoi pas mettre surgeler des hamburgers et les vendre à travers les micro-ondes, c'était le début, c'était les années 82, donc je vais pas inspirer très longtemps. Bon, bref, de fil en aiguille, on a créé une boîte de distribution de produits surgelés. On était parti sur la restauration.
Et puis assez vite, McDonald's a décidé de se développer d'une manière assez puissante en France. Et donc on s'est dit, c'est le moment de vendre. On avait à peine 30 ans. Et on a trouvé quelqu'un qui nous achetait la distribution de produits surgelés, mais qui n'était pas vraiment intéressé par les 4-5 restaurants qu'on avait construits. Et donc on s'est mis à les vendre. Et en vendant ces restaurants, j'ai rencontré un gars qui avait un fort accent belge et qui était intéressé par nos sites, qui finalement il n'a pas acheté. Et je lui dis, mais finalement au fond vous faites quoi vous? Il me dit, moi je suis l'héritier de Léon de Bruxelles. Je vends des moules et des frites. Ok, super. Et il m'a invité dans ce restaurant. Je suis revenu j'ai dit à mon pote, j'ai vu un truc marrant. Ça vend des moules, des frites. Ils ont des plateaux, des machins. Et on avait un site qui nous restait, qu'on n'arrivait pas à vendre parce qu'il était beaucoup trop cher en termes de loyer. Et on s'est dit, on va boucler le deal comme ça, on va prendre une franchise des Léon de Bruxelles et on va ouvrir le restaurant. Et là, vous avez eu le nez creux parce que quelques années après, tu as négocié une espèce d'exclus et rapidement, vous en avez ouvert quoi, 5, 10, 15, 50 ? Moi, quand j'ai quitté la structure, il y en avait 40. Ok. Comment on fait pour ouvrir 40 sites d'un coup comme ça, en quelques années ? D'abord, on commence par en ouvrir un. Voilà. Qui marche. Qui marche, ouais. Qui marche c'est bien. Très important dans la restauration. Les premiers établissements, souvent j'ai conseillé des chaînes de restaurants plus tard. Et les premiers, c'est comme la base d'une maison, quoi. Il faut que ça soit solide. C'est quoi la clé ? C'est l'emplacement, c'est l'équipe, c'est qu'est-ce qui fait un bon restaurant qui marche versus des restaurants qui marchent pas ? Alors moi, à cette question qu'on pose souvent, j'ai toujours la même réponse, c'est qu'est-ce qui fait qu'un film marche ou ne marche pas ? Personne ne le sait en fait. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson devient un tube planétaire ou pas ? On ne sait pas. Il y a un moment donné une alchimie qui se crée. Faut faire bien son travail. Faut servir des produits de qualité. Mais quand un concept devient très très populaire, ce qui a été le cas de Léon de Bruxelles, où on avait des niveaux de rotation de table exceptionnels, associés à une structure de compte d'exploitation très bon, on ne sait pas vraiment pourquoi ça marche. Nous, ce que j'ai pu constater longtemps après, en analysant les choses, c'est que on a préempté. Il y a un marché des gens qui adorent les moules. Et on l'a préempté. Et en fait, c'est un marché où les gens se disent, je veux manger des moules, où est-ce que je suis sûr d'en avoir des bonnes ? Et à cette question-là, la réponse était Léon de Bruxelles. Excellent. Et un des points d'orgue, si je peux dire ça comme ça, mais c'est que vous avez fini par introduire la société en bourse. Oui, ça a été une histoire assez drôle. En 95, il y a eu des grèves de transport. C'est la première fois qu'on a une chute drastique de nos volumes. On avait à l'époque une quinzaine de restaurants. Et Et avec mon associé, la valeur de l'entreprise était importante dans notre patrimoine. Moi, en plus, si je remonte à l'origine, toute ma vie, j'ai voulu m'arrêter de travailler. Donc, à ce moment-là, on a recherché des partenaires. Notre idée au début, c'était de vendre 25% de la société. On a trouvé des fonds d'investissement qui étaient prêts à le faire. Mais en même temps, on a été contacté par quelqu'un qui introduisait les sociétés en bourse. Et grosso modo, il est venu un jour nous voir. Avant de signer pour faire rentrer un fonds de private equity, on s'est dit, ce type-là, il nous envoie des lettres toutes les semaines pour nous dire qu'il faut s'introduire en bourse. On va peut-être quand même le recevoir. Et il est venu, ça a été un moment assez drôle. Avec mon associé, il nous a demandé combien, on lui a donné les 3 ou 4 chiffres clés de la société. Et il a dit, vous pensez que ça vaut combien ? Et grosso modo, on lui a dit le prix et il a dit non, ça vaut 2 fois plus et avec ça vous multiplierez la valeur d'intro par 3 ou 4. Et ça s'est passé exactement comme ça. Alors c'est un coup de bol, parce qu'il a fait plein d'autres d'intros qui n'ont pas marché. Qui ont bien marché, ouais. Mais on a eu une bonne. On va parler tout à l'heure de l'investissement. Et dans l'investissement, la seule vraie règle, c'est better lucky than smart. Donc, tu peux expliquer toutes les raisons qui te font bien investir, mais à la base, il faut avoir du cul. Et là, c'est ce qu'on a eu. On a eu un alignement des planètes absolument dingue.
On a eu des très très bons chiffres, séquences de chiffres de résultats post-intro. Les gens ont aimé notre histoire, on était assez jeunes à l'époque, on a fait une bonne réunion d'intro. C'était un business qui n'était pas du tout coté à la Bourse de Paris, la restauration. Ce qui nous a valu d'ailleurs pas mal d'inimitié des autres chaînes de restaurants de l'époque, des Buffalo Grill, les Flow et tout ça, qui nous ont vu passer comme une espèce de comète en se disant mais qu'est-ce que c'est que ces gars qui vont s'introduire en bourse. Après nous, tout le monde a voulu s'introduire en bourse, mais avant la restauration touchait pas à la bourse. En même temps, il y avait eu une histoire incroyablement successful à Londres d'une chaîne de pizza dans lesquelles les fonds d'investissement avaient gagné beaucoup d'argent. Et donc, nous, on a introduit la boîte, pas du tout pour lever de l'argent, mais pour vendre des titres. Et assez vite, on a été contacté par des brokers anglais qui ont dit « Est-ce que vous pouvez vendre vous avez le droit de vendre vos titres, vous n'avez pas de lock-up, des trucs comme ça ?» On a dit « Non, est-ce que vous parlez anglais ?»« Ouais, ok. » Et très bien, on va j'ai appris ce mot-là, on va vous organiser des roadshows et vous présenter à nos investisseurs. Et ça a été un moment assez clé c'est un moment de changement, en fait. Voilà, on avait gagné un peu d'argent avec Love Burger. Mais là, on partait le matin, on prenait le CityJet, on allait voir les Fidelity, les Invesco, enfin tous les fonds d'investissement small cap. Et on présentait notre histoire, nos chiffres et tout. Et les mecs disaient, on sortait du truc, le broker recevait un coup de fil. Il disait, il vous en prendre 5%, vous voulez les vendre et tout. Et voilà. Et donc rapidement, tu t'es retrouvé avec une société dans laquelle vous étiez plus les actionnaires majoritaires, c'est ça? Voilà. Entre le moment où tu l'as créé et le moment où l'introduction en bourse plus le secondaire se passe. On a introduit en bourse 10%, mais on a vendu 90% de la boîte en bourse. Donc ça a eu des conséquences positives et négatives. Positivement, ça nous a gravement enrichi, je dirais, et ça nous a permis d'être libres d'un point de vue financier, ce qui est quand même un truc important. Mais négativement, on peut dire que ça a détruit le management de la boîte. Parce qu'en fait, on cherchait plus à construire des restaurants et à faire bien notre métier, on cherchait à vendre des actions. Et quand tu cherches à vendre des actions, en fait, tu rencontres des analystes. Les analystes, ils font du papier sur toi. Ils font fonctionner les tableaux Excel et tout ça. Et donc, tu as tendance à gérer la boîte d'une manière beaucoup plus court-termiste et tout ça. Donc, j'ai vu les deux aspects de la bourse, son côté positif et son côté négatif. Le positif, ça donne de la liquidité. Le côté négatif, c'est que ça fait passer à une stratégie extrêmement court-termiste. Écoute, j'en parle de temps en temps avec quelques amis entrepreneurs dont les sociétés sont cotées en bourse, avec en plus, eux, de leur côté, une complexité. Je pense à Christophe Doua, qui est le CEO de Medincell, qu'ils sont sur des phases longues, d'études cliniques, et donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, comme tu dis, de conserver la vision, d'évoluer, etc. Ça vaudra le coup d'en faire un podcast complet. Et cette liberté, pourquoi elle est aussi chère à tes yeux? Donc, tu as ce parcours personnel que tu nous expliques, mais parce que tu veux pouvoir travailler n'importe où, parce que tu veux t'adonner à certaines de tes passions. Oui, effectivement, si je devais avoir la valeur première, pour moi, c'est d'être libre. La liberté, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tu fais partie des gens qui m'ont rappelé cette fable de La Fontaine, le chien et le loup. Oui, je l'ai sorti à une remise de prix à l'ESSEC une fois. Ouais. J'en ai parlé souvent à mon associé Augustin quand on était au tout début du Roadshow OVNI. On mettra le lien vers cette fable magnifique. Après ça, tu as eu une vie d'investisseur. Oui, effectivement, quand j'ai quitté Léon de Bruxelles en 2000, il y a des gens qui ont fait l'ENA. Moi, j'ai fait le lycée Pasteur, donc à Neuilly. Là. Donc moi, tous mes business et je les ai fait avec des copains du lycée. Et en l'occurrence, j'avais un copain qui était président d'une banque de gestion privée et qui voulait monter un fonds d'investissement dans l'internet. En 2000, et il me dit j'ai une petite équipe, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un qui a un peu de bouteille pour être président. Voilà,
t'es libre, est-ce que tu veux accepter ça? Bon. Et j'ai accepté de m'occuper de ce fonds qui faisait quelques dizaines de millions d'euros et ça m'a ça m'a appris d'abord ce que c'était que la tech et puis j'ai eu pas mal de contacts parce qu'on faisait du co-investissement, on voulait pas être lead. Avec tous les autres fonds? Avec tous les fonds et tous les fonds de la place. Ce qui t'a permis après d'avoir un deal flow de premier plan, en partie? Oui, en tout cas, de comprendre comment ça fonctionnait déjà et puis de voir l'intérêt que ça avait pour moi qui, au-delà de l'aspect financier, qui est pas négligeable quand on réussit des choses, qui est de rester dans le, entre guillemets, pour prendre une expression de jeune, dans le game. C'est-à-dire de comprendre ce qui se passe. Voilà. Comme tu le sais, j'ai des investissements assez successful dans ce qu'on appelle la tech. Bon, si j'avais pas fait ces investissements, je saurais même pas ce que c'est que la tech. Pourtant, c'est un secteur de plusieurs centaines de milliards de dollars. Mm-hmm. Donc, comment fonctionne la data, comment fonctionnent les DSP, les trucs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris sur le tas, finalement. Avec tes investissements et d'un investissement qui en amène un autre. On va en parler. Oui, et tout à fait. Et c'est quelque chose que j'apprécie parce que, encore une fois, au-delà, moi, qu'est-ce que j'apporte dans une société en dehors d'apporter de l'argent? Je le dis toujours. En général, c'est des gens beaucoup plus jeunes que moi qui ont une capacité technique sur ce qu'ils font qui est infiniment supérieure à la mienne. Donc, j'apporte pas un savoir-faire business. Je l'ai fait, j'ai fait de l'investissement dans la restauration. Là, j'apportais un savoir-faire business, mais j'apporte. Mais une entreprise, ça reste une entreprise. Ça Donc tu apportes des réflexes et des conseils. Voilà, quand on a des problèmes de gestion de ressources humaines, quand on a des problèmes financiers, quand on a des problèmes de cession, etc. Je pense que j'ai une bonne expérience. Et puis, je suis un hybride entre les fonds et les entrepreneurs. Parce que je suis à la fois un financier et j'ai été aussi entrepreneur. Donc, les fonds, les gens qui sont dans les fonds, c'est pas des entrepreneurs au sens propre et c'est pas du tout critique. Sinon ils auraient créé des entreprises. Alors il y en a parfois qui créent des entreprises en venant des fonds, mais c'est pas la règle générale. Donc c'est l'avantage, c'est que tu sais parler aux deux. Tu sais travailler avec les deux. Bon, un peu comme moi, finalement, aussi, je l'ai développé ces dernières années. Ce que tu fais, et c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé ce que tu faisais, parce que quand tu m'en as parlé au début, j'ai trouvé que tu avais un positionnement intelligent. Merci pour ça. Si on rentre plus dans le détail de tes investissements, on a fait un podcast avec Gilles Moncobé, qui est un des cofondateurs de TIDS. Qui est un super podcast où Gilles raconte un peu cette épopée. Donc c'est un de tes investissements dans la tech, mais je crois que tu n'avais pas investi dans TIDS. Tu as investi dans une société qui a fusionné avec TIDS. Absolument. Et donc tu t'es retrouvé par échange d'actions actionnaire de TIDS. Tu peux nous raconter ça? Oui, en fait, il y a un garçon qui est un peu connu dans le secteur qui s'appelle Canzoneri. Ah, Jean Canzoneri. Jean Canzo, une figure avec son associé Thomas, et ces deux-là qui sont venus nous voir un jour. On était, je crois qu'ils étaient copains avec notre stagiaire à l'époque. Bon. Et ils viennent nous raconter leur projet d'entreprise, qui était un truc qui s'appelait Bizik, et qui consistait à visionner une pub pour pouvoir télécharger un morceau de musique. Voilà. Donc là, c'est quoi, les années entre 2002, 2005? Ouais, c'est par là, ouais. Ok. C'est par là. Bon, moi et mes potes d'investisseurs, on a dit à Canzo, on lui a dit, écoute, ton truc, on n'y croit pas du tout, mais toi, on croit pas mal en toi. Et si tu arrives à trouver la moitié de ce que tu as besoin, on émettra l'autre moitié. Et à notre grande surprise, il est revenu nous voir 6 mois après, il avait trouvé. Et la règle. C'était une époque où c'était plus difficile de lever des fonds qu'aujourd'hui. Ouais. Et la grande règle aussi de l'investissement, c'est que avec un mauvais projet et un bon mec, tu t'en sors. Avec un bon projet et un mauvais mec, tu te plantes à tous les coups. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce business, c'est le facteur humain. Et qu'est-ce qui fait qu'un Jean Canzoneri et Thomas, c'est ça? Oui, Thomas Pasquet. C'est des bons mecs. Qu'est-ce qu'ils ont en plus que les autres? Alors, je pense que ils ont une vision
Voilà. Et Canzo particulièrement a une vision. Alors Canzo, c'est un gars qui bouge tout le temps. Donc son truc bisique, comme on l'avait prédit, c'était une galère parce que peu importe. Et assez vite, il a pivoté. Et il a dit, bon, ok, mon business model marche pas, mais ce qui marche par contre, c'est la vidéo en ligne. Visionner une vidéo, Bien sûr. Ça marche. Et il s'est lancé là-dedans. Il a d'ailleurs bougé le nom de sa boîte qui est passé de Bizik à Biad. Et en quelques mois, le truc a bien décollé. Et il y a plein de cas dans la tech de mecs comme ça qui ont fait des shifts assez rapides. Et c'est là qu'après Pierre Chapaz a mis le grappin sur eux. Et Chapaz est arrivé un beau matin et Canzo est venu nous voir en disant bon voilà, on a besoin de grossir. Moi, j'ai pas les moyens d'aller à ces machins. Chapaz, j'ai dit t'as fait un chèque surtout. Il m'a fait un chèque, mais je crois dans son projet. Tout ça. Nous, on trouvait que c'était beaucoup trop tôt pour sortir, mais bon, quand les mecs veulent sortir, tu sors avec eux. Et on a été payé moitié en cash et moitié en titres. Et vous avez fait une belle opération, parce qu'au final, Tids a été une très belle success story, revendu 300 millions à Drahi quelques années plus tard. Oui, donc on a gagné bien notre vie. Ouais. Et pour enchaîner, juste, Canzo, qui travaille dans Tids, au bout d'un moment, comme je lui avais prédit d'ailleurs, je lui ai dit tu verras, tu tiendras pas très longtemps. Et il a lancé Augury. Il s'est engueulé avec les uns et les autres parce que c'est tous des cons et il s'est dit il est venu avec une autre idée Augury qu'on a sidée et qui a très bien marché puisque c'est une boîte qui aujourd'hui fait plusieurs centaines de millions de dollars. Tu remets systématiquement de l'argent sur des fondateurs que tu as financés, que ça marche ou qu'ils se plantent? Je remets de l'argent sur les gens en qui je crois. Ok. Donc, des gens qui m'ont démontré que je ne m'étais pas trompé. Sur eux. C'est-à-dire que des fois, le business ne peut pas marcher. Mon biais humain est très fort. Ok. Il y a des dossiers moins tech. Je vais en parler brièvement parce que l'anecdote, moi, m'avait beaucoup plu. Donc, tu dis qu'il faut de la chance, finalement, pour être investisseur. Des fois, la chance, elle est avec toi. Des fois, la chance, elle est contre toi. Je pensais à Love and Green, où tu as une croissance assez stable pendant quelques années, et puis d'un coup, c'est stable, on n'arrive pas à décoller. Le gars, c'est un couple, dit bon, la seule manière, c'est de faire de la pub télé, donc il utilise les derniers sous qu'il a pour faire de la pub télé, et ça s'avère être une cata. Il se passe rien, quoi. Et donc la boîte va directement au dépôt de bilan. Une extrémiste, on arrive à trouver quelqu'un pour la refinancer. Et là, vous réinvestissez pas, vous laissez passer en vous disant non, mais ça va pas décoller. Oui, parce que pareil, à l'époque, on n'a pas toujours raison. À l'époque, moi je m'étais dit bon, ils se sont plantés, ils vont continuer à se planter. Donc, alors qu'ils avaient raison et que c'est quoi une étude de 60 millions de consommateurs d'un coup, un beau matin, il y a une étude de 60 millions de consommateurs qui sort et qui dit il n'y a qu'une protection pour les enfants qui n'est pas cancérigène. C'est celle-là. Et là, ils passent de quoi, de 1 million par an à 1 million par mois, ou c'est des chiffres à peu près comme ça? Ouais, c'est plus que ça. Ils passent de 1 million à 25 millions par an. Excellent. Donc, comme tu dis, il faut avoir un peu de la chance, un peu de nez, une opportunité de marché. Enfin, ça peut vite basculer. Dans les boîtes plus récentes, on va enregistrer bientôt avec Arthur Kérou de Vibe, qui est en train de devenir une des plus belles success stories, je pense, de la tech française. Tu t'es retrouvé aussi un peu par hasard via Kemantic, c'est ça, dans cette histoire? Oui. Alors, bon, on est un groupe de ce qu'on appelle de business angel. Donc vous chassez en meute? Vous envoyez les dossiers? C'est comme ça que vous bossez? Oui, bien sûr. Oui. D'abord parce que souvent, on hedge notre risque, donc on met des tickets, machin. Et c'est un autre copain qui me parle de Arthur, qui travaillait chez Addictive à l'époque et qui avait vendu sa première boîte. Arthur qui est investisseur dans un des SPV qu'on gère et qu'on embrasse d'ailleurs. Oui, mais bon, moi aussi je t'embrasse Arthur. Et là, pareil, bon, il fonctionnait, il avait une idée sur les AdWords, il voulait faire des verticales. Bon. Et il appelle sa boîte Kemantic. Et la boîte... Et c'était pas... ça marchouillait. Hein, ça marchouillait, ça faisait quand même, je crois, une dizaine de millions de chiffre d'affaires.
Mais il y a eu le Covid, comme il était sur un vertical important pour lui qui était l'automobile. Il a quand même un peu souffert. Mais c'est un gars qui a plein de ressources, qui est associé à quelqu'un qui s'appelle Franck, qui est aussi un tech super bon. Et dans cette période-là, il découvre, il trouve tout l'intérêt de la CTV aux États-Unis, qui est la télé connectée, et sur lequel les audiences sont importantes, et c'est des micro-marchés à chaque fois, et donc les gens, c'est pas des gens qui payent des pubs nationales. Voilà. Donc il se dit, il y a la place pour faire une plateforme et tout ça, mais faut que je me concentre qu'à ça. Et donc, il vend toute sa partie all business. Avec toute la partie all business, on gagne déjà de l'argent. Et il nous dit, bon, voilà, je fais un spin-off avec Vibe. Et vous aviez X% dans Vibe, vous avez le droit à X% dans Schemantix, vous avez le droit à super faire. Bon. OK. Et puis, il avait besoin d'argent, donc on mettait un peu plus. Voilà. Excellent. Ils ont relevé des fonds avec Elaya et d'autres fonds. Ils ont relevé des fonds avec Singular. Singular, ah ouais, je pensais. Et qui a mis voilà. Je pense qu'il y a aussi Elaya peut-être qui a accompagné, mais le lead c'était Singular. Et voilà. Et là, il veut relever sur a priori sur des valos. Enfin bon, il est très maintenant, il est très sollicité. C'est devenu, voilà, la boîte a une traction de dingue. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années en tant qu'investisseur ? Des fois tu gagnes, des fois tu perds. C'est quoi ton principal apprentissage ? Bon, alors d'abord, il vaut mieux gagner plus souvent que de perdre plus souvent, parce que ceux qui gagnent... Tu as fait combien d'investissements au total sur ces 20 dernières années ? Une cinquantaine. Quel ticket moyen ? 200, 300, 500, je parle en amorçage ? Entre 100 et après, entre 100 et 300 sur l'amorçage, et après, je m'autorise un peu de suivi sur le follow-up. C'est ça. Sur les meilleurs dossiers. Oui. Tu es assez dur sur les refinancements, c'est-à-dire que si ça performe pas, tu n'as pas de sentiment. Oui. Je suis assez cool sur sur l'entrée, et notamment parfois je vais notamment si c'est des jeunes, si c'est des enfants de mes amis, si c'est bon bref. Mais par contre, quand il faut refinancer, c'est un nouvel investissement. C'est toujours ce que je leur dis. C'est pas parce que tu as mis 200 dans une boîte qu'il faut remettre 200 parce que sinon elle se plante. Tu réétudies à chaque fois vraiment le dossier de façon attentive. Ouais. Ok. Effectivement, 28 millions levés pour Vibe avec Singular, Elaya et des entrepreneurs qu'on connaît bien. On a remis d'ailleurs à ce tour-là. T'as des enfants qui ont et des petits-enfants. Oui. Comment ce savoir-faire, qui est finalement le fruit de ton expérience, de rencontres, tu le transmets ? Parce que c'est quelque chose de transmettre un patrimoine, une tirelire finalement, mais transmettre un savoir-faire, c'est pas la même chose ? Alors, la transmission, c'est évidemment quelque chose de très important depuis toujours, mais particulièrement quand on arrive dans ma zone d'âge. Et la première chose qu'il faut transmettre, c'est l'amour de la liberté. C'est-à-dire ne pas transmettre de contraintes. Et en fait, quand je dis ne pas transmettre de contraintes, même si je comprends que tout le monde est libre de faire ce qu'on veut, transmettre une entreprise, c'est transmettre de la contrainte. Je crois que j'ai eu cette discussion avec Rodolphe Saadé et ses équipes sur le fait que son enjeu à lui était de désendetter CMA, CGM pour que ses enfants et les enfants de Tania, sa sœur, n'aient pas de contraintes. Oui. Comme lui, il en a vécu et la pression qu'il a vécue avec une autre échelle. On parle de milliards d'euros. Oui, bien sûr. Et bon, c'est bien d'avoir cette vision parce que souvent les chefs d'entreprise, ils aspirent à l'immortalité et l'immortalité, c'est transmettre ce qu'on a fait à ses enfants. C'est aussi simple que ça. Donc, pour revenir à mes enfants, moi j'ai toujours
dit et pensé qu'il fallait qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, et que je n'avais pas vocation à assurer leur train de vie, et pourquoi pas le train de vie de mes petits-enfants, et ainsi de suite. Moi, j'avais lu un jour une interview d'un magnat de l'immobilier aux États-Unis qui avait tout donné à une fondation. Et quand la journaliste lui a posé la question de dire mais vous trouvez pas ça un peu dur pour vos enfants, il a répondu quelque chose que j'ai trouvé toujours très très inspirant. La plus belle réussite dans la vie, c'est de réussir par soi-même. On n'a pas le droit de l'enlever à ses enfants. Voilà. Donc je pense que mes enfants sont en train de réussir par eux-mêmes. Et c'est là où leur mère et moi avons fait le job. Ok. Écoute, j'en connais 2 sur les 3. Oui. Effectivement, je peux en témoigner. Ils réussissent sacrément bien par eux-mêmes. En tout cas, ils entreprennent, ils tentent des choses, beaucoup d'énergie, et c'est assez chouette, effectivement, de voir que ce flambeau-là, il peut être transmis. Et j'espère que moi aussi, je saurai transmettre ça. J'y suis pas encore. Ils sont un peu petits pour l'instant. On arrive à une 30aine de minutes. Je voulais parler de tes passions et à quel point elles t'ont façonné aussi en tant qu'homme, notamment cet amour que tu as de l'aérien. Tu es pilote d'hélicoptère, tu fais du ski en haute montagne. Pour moi, tu fais partie. Tu fais un peu de chute libre. Tu fais un peu de chute libre et du parachutisme. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, tu pratiques des sports engagés, finalement, mais je trouve que tu as une approche très sécuritaire, un peu comme je peux l'avoir, quitte à passer pour quelqu'un d'un peu ennuyeux sur ces aspects-là. Qu'est-ce que ça t'a appris? T'as combien d'heures d'hélico? J'ai 2500 heures d'hélico. Je skie, je fais du ski alpinisme depuis 45 ans ou 50 ans. Je fais de la chute libre depuis un peu plus récemment, mais j'ai toujours voulu en faire. C'est grâce à mon fils que je m'y suis remis. C'est effectivement les gens qui n'en font pas considèrent ça très dangereux, etc. Moi, je considère que ce qui est dangereux, c'est les choses qu'on considère pas dangereuses. C'est-à-dire le quotidien quand tu traverses en scooter Paris sous la neige. Exactement. Je pense que ça, c'est beaucoup plus dangereux. Je pense que je prends beaucoup plus de risques en scooter ou en vélo que je n'en prends dans ces passions. Et je reviens à la liberté. On va pas s'empêcher de faire des choses qu'on a envie de faire sous prétexte qu'ils sont risquées. Parce que ça veut dire qu'on subit une contrainte. Donc il faut s'affranchir de ces contraintes. Il faut être un peu égoïste. Alors, c'est pas parce que tu fais des choses dangereuses que tu as envie de mourir. Hein. Donc tu l'as très bien dit, dans notre sport qu'on aime, qui est la chute libre, c'est un sport... on peut dire que c'est dangereux de sauter d'un avion à 4000 mètres avec un sac à dos. Mais en fait, il y a très très peu d'accidents. Oui. Parce que c'est extrêmement normé et que si tu respectes les règles, il t'arrive rien. En montagne, tu as un espèce d'aléa quand même. En montagne, moi je considère que les sports dangereux, c'est les sports, on en a déjà parlé d'ailleurs ensemble, c'est les sports où les très bons se tuent. Et la montagne en fait partie. Les meilleurs alpinistes sont pour la plupart décédés. Dans le wingsuit, pareil. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a de l'aléa. Et l'aléa, c'est un truc immaîtrisable par définition. Si tu fais un parallèle rapide avec le business, dans le business aussi, il y a de l'aléa. Mm-hmm. Dans le business aussi, il y a des boîtes qui meurent et qui se retournent vite et des trucs qu'on ne voit pas venir. Dans quelle mesure, toi, tous ces sports-là t'ont appris et t'ont permis d'être meilleur aussi dans les affaires? Moi, il y a un conseil que tu m'as donné qui m'a beaucoup guidé. Tu m'as dit, il faut savoir écouter sa petite voix intérieure et être plus radical que la norme voudrait. En tout cas, s'il y a un truc qui dérange, et on en avait parlé sur des actionnaires que je voulais sortir d'une boîte. Et je t'avais appelé, je t'ai dit, j'ai ce problème-là, etc. Et tu m'as dit, écoute, si tu y penses, machin, il faut que tu ailles au bout. Et je l'ai fait, et c'était une bonne chose. Est-ce que tu fais des parallèles entre les deux, ou c'est deux mondes isolés Non. Moi, ce qui m'a le plus appris, c'est probablement l'hélicoptère. Moi, ce que j'aime en hélicoptère, c'est
c'est être sans un autre pilote, c'est être tout seul. Et quand tu voles beaucoup, dans des conditions compliquées, tu es confronté à des choix qui peuvent avoir des conséquences importantes. Faut vite réfléchir, vite décider. Dans l'entrepreneuriat ou dans le pilotage ? Faut en tout cas pas se tromper. Ça, c'est sûr. Parce que si tu prends le mauvais col ou la mauvaise vallée, les conséquences peuvent être importantes. Si tu prends le mauvais embranchement dans l'investissement, les conséquences peuvent être aussi mauvaises. C'est pas les mêmes enjeux quand même. Mais et je pense que moi, j'ai beaucoup appris en apprenant à piloter un hélicoptère. J'ai rencontré des gens fantastiques. J'ai fait des rides fantastiques aussi dans le désert et tout ça. Et j'ai toujours eu cette idée que stand still, tu as toujours le temps de réfléchir pour prendre la bonne décision. Il faut jamais prendre des décisions dans la précipitation. Même dans l'hélicoptère, la charme de l'hélicoptère par rapport à l'avion, c'est qu'il peut s'arrêter en l'air. Donc si tu sais pas où tu dois aller, arrête-toi, analyse, et si t'as pas trouvé ta décision, trouve un endroit pour te poser. Voilà. Et je pense que ce parallèle-là, tu peux le faire dans l'investissement. Écoute, merci pour ce partage-là. C'est hyper riche. Peut-être la dernière question que j'aurais envie de te poser, je te l'ai jamais posée. On se connaît, je pense, depuis 2016, 2017, ouais, ça, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, une rencontre où je suis responsable d'un avion. Où il y a 10 parachutistes et je te dis qu'est-ce que tu fais comme travail par l'intermédiaire d'un autre parachutiste et tu réponds je suis investisseur alors que moi je voulais savoir qu'est-ce que tu faisais dans le cadre de ton saut en parachute. Et du coup on s'est retrouvés pour en parler ensuite et c'est un peu comme ça qu'on s'est liés d'amitié. Qu'est-ce qui fait que pendant 7 ou 8 ans on se parle, on échange, etc. Et quand tu me vois construire OVNI, je t'appelle, je te pose des questions sur la structuration de la société de gestion, je te pose des questions sur mon association avec Augustin, je t'appelle même pour te parler de Mathieu Stéphanie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à peu près au milieu de notre roadshow, tu te dis ok, je vais aussi investir. Est-ce que c'est la bonne combinaison avec Augustin ? Et je veux pas que tu me brosses dans le sens du poil, c'est plus pour que les gens qui écoutent comprennent c'est quoi le déclencheur où tu te dis en fait là j'ai envie d'y aller ou sur une start-up j'ai pas envie d'y aller. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné les ingrédients sont réunis pour toi ? Alors il y a un premier truc qui est que moi ce qui me plaît c'est pas tellement d'investir de faire prospérer mon patrimoine sans avoir une action dessus. Voilà. Parce que sinon, si c'est ça qui m'intéresserait, je signerais un mandat auprès d'une grande banque ou plusieurs grandes banques et je leur dirais débrouillez-vous, ils font du private equity, du machin, des trucs. Donc je fais assez peu, j'aime les lignes directes pour ces raisons-là, et de pouvoir intervenir dans les lignes directes, être au board ou être près des managers, c'est ça qui m'amuse, c'est ça qui m'enrichit. Donc j'ai pas proportion des fonds, j'en vois quand même pas mal, et j'ai donc pas proportion à mettre beaucoup d'argent dans les fonds ou pas en mettre du tout, j'en ai quand même un petit peu. Et en l'occurrence, dans notre relation, c'est du love money. C'est vraiment le fait d'aimer les gens qui portent le projet, en dehors du fait que on a échangé effectivement assez longtemps et je t'ai vu évoluer, j'ai trouvé que ton évolution et ta vision avec ton associé était pertinente. Donc personne n'aime perdre de l'argent, donc quand on met de l'argent quelque part, c'est qu'on pense que... Oui, c'est ce que je veux te dire, c'est que tu dis que c'est du love money, mais tu l'as vraiment fait sérieusement. Oui. C'est-à-dire que vous nous avez vus, vous avez regardé la doc, vous avez réfléchi, là où d'autres ont été beaucoup plus instinctifs. Je suis pas là pour subventionner telle ou telle personne, même des gens que j'aime bien. Mais c'est bien de le rappeler, je trouve. C'est bien de le rappeler. Voilà, il faut être sérieux dans ce qu'on fait, et c'est pas rendre service aux gens que de pas les challenger. Vraiment, ça a jamais rendu service à personne. Donc si Alain Roubac vous challenge, c'est que c'est bon signe. Oui. Et c'est qu'il y a de l'intérêt. Et... Oui. Ok. Écoute, très clair, merci de le partager. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu auras envie de
de partager à tous les entrepreneurs, les VC, toute cette communauté OVNI qui écoute ce format-là? Non, je pense que il n'y a qu'un... La vie, c'est un début, une fin, et en fait, on gère ni le début ni la fin, on gère le milieu. Hein. Oui, bien sûr. C'est sur le reste. Et dans le milieu, on est comme sur un bateau ou dans un avion ou un hélicoptère, on a un cap, on essaye de gérer ça au cap. Et le cap, c'est le bonheur. Voilà. C'est pas d'avoir de l'argent, c'est pas d'avoir des belles voitures ou je sais pas quoi. C'est de ce que tu fais doit te rendre heureux. C'est d'être heureux. Voilà. Donc, alors, ta ligne de vérité, personne ne doit accepter d'être malheureux. Ouais, parce que quand mes enfants parfois m'ont dit papa tel truc, je me sens pas bien, machin, j'ai dit t'es heureux, t'es pas heureux ou heureuse parce que j'ai des filles. Oui, non, si t'es malheureux, alors il faut réagir. Tu peux pas accepter de te lever le matin et de te dire j'ai passé une journée de merde. C'est inacceptable. C'est une journée en moins quand même. Hein. Ouais, 30 000 jours. Oui, probablement. T'es heureux. Pour les plus chanceux. Pour les plus chanceux. Pour les plus chanceux. Et donc chaque jour mérite d'être un jour heureux. C'est une bonne note pour terminer ce podcast tous les deux. Merci pour toutes ces années partagées ensemble, des souvenirs à la fois extra-professionnels et professionnels, et de tes conseils avisés, et de même te prêter à ce jeu du podcast. Je sais que ta parole est rare, et donc je t'en remercie. S'il y a des gens qui t'écoutent et qui veulent te contacter, ils t'envoient un message sur LinkedIn, c'est ça ? Ouais. Génial. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez continuer à nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes, à commenter, à partager ce qu'on fait. Et on vous dit à très bientôt, Alain et moi. Merci, à bientôt. Au revoir.